10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. La plus grande motivation pour ceux qui ne peuvent pas parler, c'est dans la détermination silencieuse de chaque pas, chaque action pour atteindre leur objectif. Aujourd'hui, 10h midi, plateau spécial, Télé-École s'intéresse tout simplement à l'éducation et la formation des sourds-muets du Sénégal. Mesdames, Messieurs, je vais bien sûr rejoindre mes invités sur le plateau, très chers amis internautes, auditeurs et téléspectateurs de Télé-École. J'aurai le plaisir d'échanger avec la présidente de l'Association des sourds-muets du Sénégal, Madame Fatou Diom, à côté, en face, avec tout simplement Madame Naomi Kofi Kwaku, et ce sera tout à l'heure, après le jingle, je rejoins mes invités sur le plateau. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Alors, très chers amis téléspectateurs et auditeurs de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal, je vous le disais, alors dans ce plateau spécial, j'ai le plaisir de recevoir, déjà on va parler des difficultés auxquelles les sourds-muets sont confrontés en matière d'éducation, d'accès à information, d'insertion professionnelle, avec tout simplement nos invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'avoir Madame Fatou Thérèse Diom, présidente du regroupement national de la solidarité des sourds-muets du Sénégal. Fatou, on va passer le bonjour à Fatou. Tout va bien? Bonjour. Ça va bien, merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, monsieur le directeur, monsieur Mbalo. Merci pour l'invitation. Je suis contente de vous rencontrer. Merci aussi à monsieur Diène aussi. Je suis Madame Fatou Thérèse Diom. Je suis née à Thiès. Ma famille est à Thiès. Je suis la présidente du regroupement national et solidaire des sourds du Sénégal. Donc, merci beaucoup, Fatou. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, accompagné de Madame Naomi Kofi Kwaku, interprète et formatrice en langue des signes. 21 ans d'expérience, machallah, dans la communauté des sourds, présidente de l'ONG Communauté Inclusive et Solidaire. Bonjour. bonjour, je suis Madame Naomi Kofi Kwaku, interprète en langue des signes. Voilà, et donc je suis là pour servir d'interface à Madame Fatou pour son interview. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Télé-École, sur cette émission de 10h midi. Oui, parce que c'est la télé 100% éducation, et quand on parle d'éducation, voilà, la Télé-École s'intéresse à toute forme d'éducation. Et oui, nos frères et sœurs sourds-muets font tout simplement partie, leurs soucis sont pris en compte par cette télévision. Oui, j'ai la présidente, Madame Fatou. Alors déjà, est-ce qu'on peut, Madame Naomi, revenir sur le parcours de notre très cher invité, Fatou Diom, avec l'association des sourds? Alors, au début, j'ai rencontré en fait le fondateur sur Facebook. Donc, moi, j'étais à Thiès. Et le fondateur m'a invité à rejoindre l'association. Et nous avons suivi des formations au niveau de l'association, des formations diplôme certifiantes. Et après cela,
Donc, je suis rentrée en contact également avec le président de la Fédération des associations des sourds du Sénégal depuis juillet 1997. J'ai fait des stages et 1 an. Donc, voilà, j'ai pu travailler avec l'association un long moment, je pense depuis 2007, voilà. Donc, là, j'ai été proposée comme présidente de l'association qui existe depuis 97. Voilà, donc on a eu de différents présidents au départ. Et nous avons également créé l'Association sportive des sourds du Sénégal. Et c'est cette association-là qui a remporté la Coupe d'Afrique en 2021 et en 2023, la 3e place au mondial. Donc, actuellement, le président de la fédération est en formation aux États-Unis. Donc, je suis là au titre du Rassemblement national et solidaire des sourds du Sénégal. Donc, notre objectif, c'est le développement des personnes sourdes au Sénégal. Merci beaucoup. Merci Fatou pour ce parcours, pour toute cette expérience, ce magnifique travail. En tout cas, c'est vraiment digne d'un parcours inspirant, tout simplement. Nous vous félicitons, voilà. Et on aimerait aussi, on est à la télé 100% éducative, on s'intéresse à l'éducation. Et aujourd'hui, l'association des sourds muets du Sénégal, certainement, vous avez certaines difficultés pour l'accès à l'éducation, la formation et l'insertion. Voilà. Quelles sont un peu les difficultés, les obstacles que vous rencontrez? Okay. Les sourds ici au Sénégal ont des difficultés d'accès. Ça commence déjà au bas âge. Nous n'avons pas d'école préscolaire au niveau des écoles. Les cours commencent déjà à partir du CI jusqu'au CM2. C'est là que s'arrête la scolarité pour la plupart des personnes sourdes. Pas de collège, pas de lycée ni d'université pour les personnes sourdes. Rares sont les personnes sourdes qui ont le bac. Et là, on voit qu'il y a un manque de volonté gouvernementale. Donc, voilà un peu ce à quoi nous sommes confrontés. Voilà, tout en espérant que ce gouvernement, ce nouveau régime prendra en compte en tout cas ces questions-là et pour améliorer, vous permettre tout simplement d'étudier en profondeur parce que c'est un droit pour tout citoyen de ce pays. Et justement, votre association travaille pour améliorer l'accès à l'éducation aujourd'hui. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir sur peut-être les actions de l'association? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre association pour renforcer l'éducation? Notre rôle, c'est d'aider au développement des personnes sourdes. Nous avons des projets de formation en langue des signes, nous avons des projets de teinturerie artistique et on a plusieurs projets qu'on essaie de mettre en place comme la sensibilisation au cancer et tout ça pour les personnes sourdes. Bon, voici quelques actions qu'on essaie de mettre en place pour pallier à tout ça. Oui, des actions qui sont très riches et très importantes, en tout cas pour cette association qui mérite d'être accompagnée par l'État, mais surtout par toutes les bonnes volontés, parce que c'est un travail qui va contribuer au développement de notre cher pays, le Sénégal. Et quand on parle de ces actions-là, bien sûr, certainement, vous allez rencontrer des difficultés. C'est pas facile. Aujourd'hui, quelles sont les barrières rencontrées par les sourds
au Sénégal par rapport aux initiatives, aux actions que vous menez? Nous avons beaucoup de difficultés, d'énormes difficultés. Il y a des personnes sourdes dans les 14 régions et qui ont des difficultés d'emploi, d'accès à l'emploi, d'insertion professionnelle, qui n'ont pas accès à l'information au niveau de la télé. Nous voyons des personnes entendantes qui sont formées, qui ont accès à beaucoup de formations, mais nous n'y avons pas accès. Il y a également le permis de conduire auquel nous ne sommes pas autorisés à avoir accès. Et il y a la discrimination. En fait, nous sommes confrontés à la discrimination, manque de formation. Et voilà, c'est des choses qui sont assez difficiles quand même à gérer. Merci pour cette réponse qui montre en tout cas qu'il y a énormément de problèmes aujourd'hui. Et aujourd'hui, votre association est en train de mener un combat pour l'ensemble des membres sourds-muets, en tout cas du Sénégal. Mais aussi, vous rencontrez certainement des difficultés par rapport à l'accès aux services de santé. Voilà. Donc, quelles sont ces difficultés-là? Au niveau des hôpitaux, c'est pas facile. Lorsque les sourds vont à l'hôpital, on essaie de faire des mimes et la communication n'est pas claire. C'est difficile souvent. On a besoin d'avoir des interprètes dans les hôpitaux, voilà, pour pouvoir se faire accompagner par un interprète à l'hôpital pour que les consultations se passent bien. Avoir des interprètes dans les hôpitaux, c'est aussi une demande, en tout cas. Encore une fois, aujourd'hui, je fais un plaidoyer parce que nos sœurs et frères aussi font partie de la société et nous devons prendre en compte ces besoins-là pour leur permettre de vivre, d'avoir une vie épanouie, de vivre avec tout ce qu'il faut, d'améliorer tout simplement les conditions de vie. Les initiatives mises en place au Sénégal pour améliorer la situation des sourds et favoriser leur inclusion sociale, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez sur peut-être ces initiatives-là? Il y a quelques initiatives privées, mais bon, qui restent quand même à amplifier. Voilà. Nous avons quand même beaucoup de difficultés auxquelles nous devons faire face. Ouais. Et aujourd'hui, quand on parle aussi des besoins de la communication, de l'insertion, on va interpeller les médias. On va interpeller les médias parce que aussi ils doivent contribuer à ce plaidoyer. Comment aujourd'hui les médias et les autorités publiques peuvent-ils contribuer à la sensibilisation, à sensibiliser la population aux problèmes des sourds? Donc pour faire leur part aussi, parce que vous êtes en train de faire votre part à travers votre association. Aujourd'hui, l'État doit faire sa part, mais les médias aussi doivent faire leur part, comme aujourd'hui sur ce plateau de Télécole. La difficulté, c'est que souvent les personnes entendantes ont du mal quand même à accepter d'inclure les personnes sourdes dans les différentes activités, dans les différentes prises de décision. Les entendants ne savent pas en fait s'adapter aux personnes sourdes, donc ce qui crée souvent des difficultés. D'accord. Et oui, on a parlé de beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles, mais certainement aussi au sein de votre organisation, vous avez des revendications. Vous avez des revendications et aujourd'hui,
quelles sont cette revendication des jeunes, des sourds muets du Sénégal en matière de droit et de reconnaissance de leurs besoins spécifiques? Quels sont les besoins des personnes sourdes? Nous avons vraiment besoin de pouvoir aller à l'école, faire de longues études, avoir accès à l'emploi, pouvoir créer des entreprises, entreprendre pour avoir une meilleure vie, pouvoir avoir accès au permis de conduite au même titre que les personnes entendantes. Nous sommes tous égaux, nous avons les mêmes droits, donc pourquoi ne pas nous permettre de jouir de nos droits? Il faudrait que l'État puisse se pencher sur cette situation-là. Je pense que ce plaidoyer sera entendu. Je pense que ce plaidoyer, oui, elle a des choses à ajouter. Les sourds ont le droit d'avoir du travail, Effectivement. de pouvoir exercer des activités comme tout le monde, aller à l'école, se faire former comme tout le monde, au même titre que les personnes entendantes. Voilà. Elle a parfaitement raison. Hein. Vous avez parfaitement raison. De tout cœur avec vous sur ce combat. Hein. Vous avez le droit d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour vivre, pour bien vivre en société. Et aujourd'hui, peut-être pour ça, il y a beaucoup de défis auxquels peut-être vous serez confrontés, mais c'est un combat et que vous pouvez gagner surtout à travers votre organisation. Maintenant, j'aimerais aussi parler des défis auxquels sont confrontées les familles des sourds au Sénégal et quelles sont les ressources disponibles pour soutenir ces familles-là, les aider à accompagner leurs enfants. C'est souvent le problème de communication avec les familles. Souvent, c'est pas aisé. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles les familles ne signent pas, ils ne connaissent pas la langue des signes, qui regardent la télé et sans expliquer aux sourds à côté, disent, attends, après. Et ça, c'est difficile, la communication, c'est difficile dans nos familles. On a besoin, voilà, qu'il y ait un interprète à la télé, comme ça, ça nous facilite, en fait, le fait de pouvoir regarder la télé en famille, ensemble, et tout ça, en fait. Voilà. Alors, Sénégalais, Madame la Présidente Fatou a besoin d'interprètes au nom de tous les sourds et muets du Sénégal. On réclame des interprètes dans les émissions de télé, dans les hôpitaux, les entreprises, pour les permettre de vivre, en tout cas, avec tout ce qu'il faut. Donc, ça, ce sera notre plaidoyer, ce sera notre combat. Au passage, Fatou, vous êtes très bien habillée, avec la coiffure. Top. Wow. De rien. de rien. Machallah. Vous êtes très bien habillée. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose, en fait, concernant le manque d'interprètes. Par exemple, dans à la justice, nous avons actuellement une jeune femme sourde qui est incarcérée à Kédougou, dont le procès ne s'est pas passé comme il le fallait. Donc, elle n'a pas eu droit à un interprète, ce qui a fait qu'elle a été condamnée sans avoir été entendue correctement. Donc là, nous voulons en appeler au président de la République qui a lui-même, qui avait un frère sourd-muet qui est mort du cancer, paraît-il. Donc, voilà que le président se penche sur ce cas-là, parce que là, elle a pris 10 ans de prison. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est un problème que nous vivons. Nous félicitons le président, voilà, et monsieur le Premier ministre, et nous espérons qu'ils vont se pencher sur la situation. Le président Diomaye Faye et le Premier ministre, monsieur Ousmane Sonko, voilà, on attend votre soutien et le travail et les réformes que vous allez proposer, en tout cas pour nos amis, frères et sœurs de l'organisation des sourds-muets du Sénégal. Et nous espérons, Madame la Présidente, que votre plaidoyer sera entendu, Inch'Allah.
Inch'Allah. Alors, Madame Naomi, j'aimerais aussi peut-être vous poser quelques questions. Votre Ok. relation avec les sourds-muets, ça fait 21 ans que vous êtes en train d'enseigner, de travailler avec les sourds-muets. Alors, pouvez-vous revenir un peu sur cette histoire, votre histoire avec les sourds-muets? Alors, moi, j'ai rencontré les sourds en 2003 et il faut dire que tout de suite, je me suis fondue dans cette communauté-là Mm. et j'ai vu beaucoup, beaucoup d'amour. Mm. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup, beaucoup les autres. Mm. Donc, moi, je me suis sentie bien avec les sourds. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et souvent, les problèmes venaient du manque de communication. Mm. Donc, lorsque j'ai constaté que tous les problèmes, en fait, des personnes sourdes avaient une seule base, le manque de communication, la barrière de communication, c'est là que j'ai décidé de me spécialiser dans l'interprétariat en langue des signes pour pouvoir être utile aux personnes sourdes à mon niveau. Voilà. En tout cas, c'est juste philanthropique, c'est juste magnifique, c'est de la gentillesse, c'est de l'amour aussi, et c'est du temps. Hein, mais avec tout cet amour que vous avez, je suis sûr que aujourd'hui vous sentez tellement bien. Quand vous êtes arrivé avant l'émission, j'ai vu comment, voilà, vous avez pu vous amuser, échanger avec votre sœur Fatou. Et j'aimerais aussi vous poser une question. Vous au-delà de l'enseignement, vous avez une organisation, une ONG inclusive et solidaire. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette organisation? Alors, créer cette organisation toujours dans la même optique, parce qu'on constate qu'on parle beaucoup d'inclusion, mais dans les faits, c'est pas, en fait, c'est pas réel. Dans la pratique, c'est pas bien fait. Et moi, avec tout le temps que j'ai passé avec les personnes sourdes, je sais un peu ce dont ils ont besoin. Ça fait 21 ans que je suis avec les personnes sourdes. Donc, je pense qu'avec cette expérience-là, bon, je peux apporter un petit changement, voilà, et pouvoir contribuer à une véritable inclusion des sourds et des entendants, voilà, au même pied d'égalité. Même pied d'égalité. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un magnifique travail. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, de parler de l'insertion, de l'éducation, de la formation des sourds-muets du Sénégal, parce que oui, vous faites partie de la société et oui, on doit parler de votre éducation, de votre formation ici à Télécole. En tout cas, c'est votre maison. Vous pouvez revenir quand vous voulez. À chaque fois, on est disponible et peut-être même qu'on va vous rendre visite. Hein. Inch'Allah, on va venir vous rendre visite et Madame Naomi va m'apprendre. Vous allez m'apprendre. Hein. Et comme ça, je vais communiquer avec Madame la Présidente. Voilà, exactement, exactement. Alors, Madame la Présidente, est-ce que vous avez peut-être d'autres messages que vous voudriez faire passer? Je voudrais ajouter ok, donc depuis mon arrivée à la tête de la RNSS, il y a beaucoup d'associations de sourds ici au Sénégal qui sont regroupées au sein de la fédération qui est dirigée par le président Alioune Sow, qui est aux États-Unis actuellement pour la formation sur la gestion de l'association des personnes sourdes. Donc, vous avez certainement vu les Lions sourds du Sénégal, voilà, qui sont de l'association des sportifs sourds du Sénégal, qui a été créée par la RNSS, voilà, présidée par le président Cherou également, qui est aux États-Unis, que j'aimerais saluer. Vraiment, alors, j'aimerais vraiment que nous puissions être accompagnés
accompagner dans la recherche de financement pour nos différentes formations. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, nous faisons des plaidoyers un peu partout. Mais nous souhaiterons vraiment que des actions soient prises pour que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions avoir l'éducation, voilà, aller jusqu'à l'université, pouvoir avoir l'autorisation de conduire comme tout le monde. Ouais, ça, voilà, j'ai avoir compris. notre permis de conduire. Parce que les sourds ne sont pas faits. Nous, on voit les rétroviseurs, et on sait comment, voilà. Et tout ça, aux États-Unis, tout ça, c'est accepté et tout ça. Donc, nous avons vraiment besoin de renforcement de capacité. Il y a la maladie, le sida, le cancer et tout ça. Il faudrait que les sourds soient pris en compte dans les différentes sensibilisations, les informations. C'est souvent lorsque nous faisons des demandes, on nous dit attendez, les gens nous marginalisent et tout ça. Vraiment, je demande aux entendants de comprendre les personnes des sourds. Nous sommes égaux, voilà. Nous avons juste une petite différence de l'audition, mais il faudrait qu'on puisse travailler tous ensemble. Il y a la commission femmes des sourds. Il y a une commission femme qui est là, et la présidente, c'est Ami Fall, qui a beaucoup de projets, mais qui n'est pas accompagnée, Nous voulons travailler, nous travaillons, et elle travaille sous fonds propres elle-même. Donc, c'est pas facile. Donc, on a vraiment besoin de soutien. Vraiment besoin de soutien. Et puis, elle le dit avec tellement d'amour, avec tellement de... Voilà. Comme vous l'avez dit, c'est des personnes remplies d'amour. Là, on le sent. À côté, je vois comment elle s'exprime avec le sourire, avec tout ce qui va avec. J'espère que votre message va percer le cœur des Sénégalais, des autorités, comme vous avez en tout cas pu atteindre le mien, parce que j'ai vraiment été touché par votre plaidoyer, par tout ce que vous avez eu à signaler comme difficulté. Et ensemble, nous prions, mais nous allons aussi continuer à combattre pour l'amélioration des conditions de vie des sourds-muets. Madame Naomi, aujourd'hui, si vous aviez aussi un message, parce qu'on aimerait peut-être prendre beaucoup plus de temps, mais parfois c'est des problèmes de temps. Quel est votre message par rapport aux autorités sénégalaises, par rapport aux bonnes volontés pour tout simplement l'amélioration des conditions de vie de nos frères et sœurs de cette organisation des sourds-muets du Sénégal? Ok, pour moi, ce serait d'encourager tout le monde à apprendre la langue des signes. Parce que lorsque vous connaissez la langue d'une personne, vous arrivez à communiquer, ça enlève tout ce qui est préjugé, tout ce qui est incompréhension. Parce que si on ne comprend pas l'autre, on n'aura pas, en fait, on ne pourra pas s'adapter à l'autre. Donc, c'est pas difficile, la langue des signes, c'est très facile. Il suffit juste de le vouloir et d'aimer les personnes sourdes. Voilà. Donc, j'encourage tout le monde à apprendre la langue des signes. Voilà. Merci beaucoup, Madame Naomi, Madame la Présidente Fatou Diom. Quel est votre mot de la fin? Il y a beaucoup d'entendants qui pensent que les sourds ne sont pas intelligents. Non. Non. Moi, je suis une sourde. Je suis propre. Je suis intelligente. J'ai un iPhone. Voilà, nous sommes égaux. Bien habillés. Wow. Bien habillés, bien coiffés. Voilà, souriantes. Machallah. Nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Donc, voilà, il faut juste concentrer des conseils. Voilà. Qu'on puisse aider nos associations à se développer. Ok. Ok, merci à vous également pour l'invitation.
Et on vous attend à notre siège et ça nous ferait vraiment plaisir. Inch'Allah, Inch'Allah. On va vous former également, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est où déjà? À Niari Tali, voilà, au centre socioculturel de Biscuiterie, Niari Tali. Non, mais comment vous arrivez à le comprendre? C'est tellement artistique. Votre manière de communiquer, c'est artistique, c'est beau, c'est, voilà. Ouais, c'est beau, c'est artistique. En tout cas, nous viendrons. Il suffit d'aimer les sourds, voilà. Ouais. Quand vous aimez les sourds, vous allez apprendre facilement. Comme Abdou, voilà, également. Donc, il suffit d'aimer les sourds. C'est quelqu'un qui nous soutient beaucoup également. Donc, je lui dis merci également. Merci aussi à Naomi, qui est toujours avec les sourds. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, votre mot de la fin? Juste vous dire merci. Merci pour l'accueil et merci à tous les Sénégalais qui soutiennent les sourds. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui font des actions dans le privé. Merci et continuez à être des ambassadeurs pour les sourds partout où vous vous trouvez. Voilà. Alors, merci beaucoup, très chers invités, chers amis téléspectateurs. Merci aussi à Abdou Diène, l'ambassadeur des sourds, qui nous a mis en relation. Donc, lui aussi, c'est un monsieur qui s'intéresse beaucoup à ce sujet et qui fait beaucoup d'actions, en tout cas pour nos frères et sœurs. Et j'insiste sur la formation sur l'éducation parce qu'avec Naomi, on communique par écrit et on se comprend. On a préparé l'émission ensemble, les questionnaires ensemble et je l'envoie un message, elle me répond. Donc, j'insiste aussi sur vraiment l'information, l'éducation en tant pour moi, l'accès à l'éducation pour permettre à tous ces sourds-muets de savoir lire et écrire parce que ça va leur permettre de peut-être briser une barrière pour faciliter la communication avec tous ceux qui savent lire et écrire. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. J'espère que vos revendications seront prises en compte par le nouveau gouvernement et par tous ceux qui sont disponibles, en tout cas pour aider tout simplement. Madame la Présidente, Madame Naomi, merci beaucoup. Très chers amis téléspectateurs, nous allons peut-être après la pause musicale recevoir nos invités pour la deuxième partie de cette matinale. Et oui, juste vous dire que je suis habillé par Alhamdulillah Couture. Vous le voyez, hein, cette magnifique tenue. Mais je reviendrai sur ça à la fin de l'émission. Tout à l'heure, on se retrouve avec nos autres invités, échanger sur la rubrique valeurs politiques, les caractéristiques d'un homme d'État. Et bien aussi, le leadership, c'est quoi le leadership? C'est quoi un bon leader? Ce sera tout de suite, juste après la pause musicale. 10h À tout de midi, suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. Voilà donc de retour sur ce plateau de 10h midi pour la deuxième partie de cette matinale. Et dans cette deuxième partie, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Ibrahima Diatta, étudiant chercheur en sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, président de l'Association des étudiants africains en sciences politiques. Mon cher ami, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau.
tout le plaisir est pour moi, M. Mbalo. Je vous donne 1% du plaisir et je prends les 99%. D'accord, je l'accepte. Voilà, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et vous me permettrez d'abord de saluer les téléspectateurs ainsi que les téléspectatrices de la télé-école. Je voudrais profiter de la même occasion pour saluer aussi le directeur, professeur Moum. Voilà, donc je dois vous dire encore une fois que c'est un grand plaisir pour moi, en tout cas, de venir répondre à votre invitation. Voilà. Tout le plaisir est pour moi, Monsieur le Président. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé par rapport à cette émission et tout, mais c'est un plaisir enfin de vous recevoir. En face, nous avons, voilà, on ne la présente plus aux téléspectateurs, internautes et auditeurs de la télé-école et radio-école. C'est Mayang Loum, hein? Loum de terre fertile, Loum de 10h midi. Mayang sera notre chroniqueur. Hein, voilà, elle va gérer la chronique sur le leadership. C'est bien ça. C'est un plaisir de t'avoir comme chroniqueur dans ce plateau. Je ne partage pas. Ou bien je te donne les 2%. Monsieur, allez, 1%. Voilà. Donc, très chers amis téléspectateurs de la télé-école, aujourd'hui, on va parler, dans votre rubrique valeurs politiques, on va parler des caractéristiques d'un homme d'État. Qu'est-ce qu'un homme d'État? Quels sont les principes, les caractéristiques, les qualités d'un homme d'État? Pour en parler, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un étudiant chercheur en sciences politiques et par ailleurs qui gère l'association africaine, pas sénégalais, mais africain. Hein, ça doit pas être facile de gérer hein, cette association-là. Absolument, comme vous l'avez dit, hein, l'association, bon, c'est une grande association, il faut le dire, parce qu'actuellement, nous sommes au nombre de 15 pays africains. Voilà, donc ces 15 pays, donc il y a aussi dans les pays plusieurs universités. Si vous prenez par exemple l'exemple du Sénégal, on est à 4 ou 5 universités. Les publics, c'est 3, mais il y a des privés, il y a aussi des instituts également. Alors, pour répondre très rapidement à votre question qui est relative aux caractéristiques d'un homme d'État, je voudrais tout d'abord faire une petite historique d'un homme d'État d'abord. Parce que vous savez, la question d'un homme d'État, ça a démarré d'abord avec les Grecs. Donc, je veux parler d'Aristote, de Platon. Dans un cours intitulé La philosophie politique, ils se sont interrogés sur la question du pouvoir qui va gérer la cité. Donc, ces auteurs-là, à savoir Aristote et Platon, ils ont effectivement parlé de la vertu. Ils ont parlé de la sagesse. Aristote, lui, il est allé jusqu'à parler des philosophes, des rois philosophes, c'est-à-dire des hommes qui ont effectivement la sagesse pour gérer la cité. Mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le passé, c'est l'Antiquité si vous voulez. Mais aujourd'hui, concrètement, pour parler d'un homme d'État, je pense qu'il y a plusieurs valeurs qui pourraient effectivement manifester en tout cas le caractère d'un homme d'État. Et parmi ces caractères, je pense qu'on peut citer d'abord l'anticipation. Un homme d'État doit être quelqu'un qui anticipe. Ça, je pense que c'est l'un des caractéristiques d'un homme d'État. L'autre, c'est la résistance. Un homme d'État doit résister aussi. La troisième, c'est la décision. Donc, un homme d'État, c'est avoir la vertu de décider aussi. S'il y a effectivement un cinquième caractère, ou bien si vous voulez, la dernière caractéristique, si vous voulez, c'est effectivement l'application. Vous avez anticipé, vous avez résisté, vous avez décidé. Donc, ce qui reste, c'est effectivement appliquer ce que vous avez décidé. Vous voyez. Mais au-delà de ça, vous me permettrez aussi de dire d'autres caractères. Parce que moi, je dis d'habitude que les caractères d'un homme d'État, c'est pluriel. Il y en a tellement. Même l'humour, ça fait partie. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple d'un homme politique que vous connaissez certainement, l'ancien président français, général de Gaulle.
Ouais. Je prends l'exemple même de Macky Sall, même si Macky Sall, bon, les gens ne cessent de dire que bon, il Ouais. fait trop d'Inyangal. Ouais. Mais n'empêche par moment. Et bon, lui-même, il a écrit dans son livre Sénégal au cœur. Voilà. Il y a un chapitre intitulé Moi Nyangal Sall. Voilà. C'est surnommé Nyangal Tout Sall. à fait, tout à fait. Juste pour vous dire tout simplement que l'humour aussi, ça fait partie des caractères dans l'homme d'État. Je parlais tout à l'heure le cas du général de Gaulle. De Gaulle, il y avait, quand à un moment, bon, il était vieux, bon, les Français commençaient à s'inquiéter sur son état de santé. Bon, un jour, il faisait face à la presse. Donc, il y a un journaliste qui lui avait demandé, mais monsieur le président, est-ce que tu vas bien? Voilà. Elle a dit, je vais très bien, mais rassurez-vous, un jour, je ne vais pas manquer de mourir. Et voilà, les gens se sont mis à rire. Et il y a beaucoup d'hommes d'État qui font ça, même Ousmane Sonko, il ne cesse de le faire. Macky Sall, je l'ai parlé tout à l'heure, et tant d'autres hommes politiques. Mais au-delà de ça aussi, il y a d'autres caractères qu'on peut citer, comme la discrétion, voilà, comme effectivement aussi le leadership également, ça fait partie également des caractères d'un homme d'État. Donc, voici, en tout cas, de façon bref, ce que je pourrais donner comme élément de réponse à votre question. Mais retenez que, de mon point de vue, en tout cas, il faut les 4 vertus, à savoir l'anticipation, la résistance, la décision et l'application d'une décision, effectivement. Comment? Répétez. L'anticipation, la résistance, la décision et l'application. Voilà. Autrement dit, gouverner, c'est prévoir, et prévoir, voilà, c'est anticiper. Absolument. Voilà, donc... Et là, ça revient un peu à un terme de la science politique qu'on appelle la prospective. Donc, la prospective, c'est une étude de l'avenir. Donc, étude de l'avenir, ce n'est rien d'autre que l'anticipation. L'anticipation, c'est un caractère qui est propre à un homme d'État aussi. Un homme d'État. Voilà. Machallah, tellement bien défini son excellence. Alors, déjà, vous avez parlé de leadership. Tout à fait. Vous avez parlé de leadership. C'est indispensable. Un bon homme d'État, c'est d'abord un leader. Et donc, qui incarne ces caractéristiques de leadership. C'est pourquoi j'aimerais d'abord comprendre, déjà, c'est quoi un leader? Quelle est votre définition du leadership d'abord? D'accord. Bon. Là, vous me permettrez peut-être de glisser le mot politique, puisque après tout, bon, je suis un politiste. Oui, leadership politique, voilà. Vous me permettrez de glisser le mot politique, en fait. Alors, moi, je pense que ça, c'est mon avis, voilà. Moi, je pense qu'un leadership politique, n'est rien d'autre que la capacité d'un dirigeant à mener ou à, si vous voulez, à conduire les politiques de développement, mais en adoptant effectivement les méthodes de la théorie des grands hommes. Les méthodes de la théorie des grands hommes. Donc, c'est ce qui nous permettra, par exemple, de voir que un homme d'État, c'est un visionnaire. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui privilégie le changement. Un homme d'État, c'est aussi la simplicité également. Un homme d'État, c'est l'avenir qui l'intéresse aussi. Donc, c'est autour de ces paramètres-là qu'on pourrait effectivement définir un homme d'État. D'ailleurs, même donc, dans la définition du leadership, si on restait dans le leadership, vous faites le parallèle entre le leadership et le management. C'est là où la différence se situe. Parce que le manager, il se focalise sur le présent. Le manager, il se focalise sur le court terme. C'est-à-dire, lui, ce qui est devant lui, c'est ce qui l'intéresse. Alors que le leader, c'est l'avenir. Le leader, c'est la vision. Le leader, c'est le changement. Le leader, c'est le pragmatisme. Vous voyez. Donc, voici en tout cas la définition que je pourrais donner. Donc, retenez tout simplement que un leader politique, le leadership politique, n'est rien d'autre que la capacité d'un dirigeant à mener ou à conduire les politiques de développement en adoptant effectivement la théorie des grands hommes. Cette théorie des grands hommes, c'est la vision, c'est le changement, c'est la simplicité, c'est aussi effectivement ce que j'ai l'habitude d'appeler le pragmatisme aussi. Aller à l'essentiel. Alors oui, en tout cas, merci pour cette réponse parce que on sent la richesse des arguments. Vous avez parlé de leadership politique. Tout à fait. On va essayer d'élargir, de parler de leadership en général, avec notre chroniqueuse du jour, Mayang. Quelle serait votre définition du leadership?
Alors, par rapport à ce que M. Diat a eu à dire, que ce soit en politique ou dans un autre domaine, je pense bien qu'on peut définir le leadership comme la capacité d'un individu à mener ou à conduire un bien, un groupe ou une communauté. Et concernant l'anticipation dont il a parlé, moi, je vais plutôt parler de vision. Parce que quand on parle de vision, c'est vraiment de regarder très, très loin, d'aller au-delà des horizons. Et l'on voit dans les scènes politiques, que ce soit nationales ou internationales, des gens, des autorités prendre des décisions ou mettre en place des lois qui, dès qu'elles sont prises, ne sont pas comprises par le peuple. Et ce qui fait que le peuple est là en train de critiquer la loi qui a été émise et que c'est des années après qu'ils comprennent que voilà où la personne en question qui avait mis en place cette loi voulait en venir. Donc, cette capacité déjà à voir loin, c'est vraiment un caractère très important du leadership. Et j'espère que au fur et à mesure de la conversation, on pourra voir aussi si tout le monde peut devenir leader, ou si c'est déjà ancré en nous et que c'est pas. Tout à fait. D'accord. Juste pour oui, allez-y, allez-y. Rajouter un peu, quand elle parlait un peu de la décision et aussi la difficulté, notamment dans la prise de décision, quand les leaders prennent parfois des décisions, ils ne sont pas souvent forcément en accord avec les citoyens. Ils sont pas compris. Voilà, ils sont pas compris. Voilà, je pense que c'est le bon terme. Et je pense que l'exemple qu'on pourrait effectivement donner à ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est le cas, encore une fois, d'un président français du nom de François Mitterrand. Alors, en 1981, il y avait le président qui avait décidé d'abolir la peine de mort. Mais bien avant l'abolition, il y a eu un sondage qui a été fait. Et le sondage a montré réellement que les Français étaient favorables à la peine de mort. Il y a eu 63% de la population qui était favorable à la peine de mort. Mais lui, en tant que président, parce que c'est un leader, il a décidé de prendre la décision d'abolir la peine de mort. À l'époque, c'était Robert Badinter qui était le garde des Sceaux. D'ailleurs, même, bon, je profite en tout cas pour lui rendre aussi un hommage puisqu'il est décédé récemment, c'était le 9 ou le 7 février 2024. Voilà. Donc, juste pour dire tout simplement que, effectivement, le leadership aussi, la décision est très, très importante. Elle est très importante. Elle n'est pas aussi forcément comprise. Tout à fait. Peut-être c'est le temps qui finit par mettre en lumière cette décision-là. Oui, la preuve, c'est le cas de l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. Aujourd'hui, je pense que, bon, si les Français répétaient ce sondage-là, mais il allait certainement se retrouver avec un nombre beaucoup plus important de citoyens qui sont pour la peine de mort qu'à l'époque, en tout cas, de 1980. C'est clair. Voilà. Donc, pour dire tout simplement que désormais, on peut penser que Mitterrand est compris maintenant. Voilà. Le temps a fini par lui donner raison. Voilà. Parce que les leaders, ils sont dans l'avenir. Tout à fait. La diplomatie, la diplomatie aussi est très importante dans le travail d'un homme d'État. Absolument. Donc, la relation entre un homme d'État et la diplomatie. On va dire, quel est le rôle de la diplomatie dans le travail d'un homme d'État? Oui, ça c'est aussi l'une des branches de la science politique aussi. Vous savez, la science politique étudie un module qu'on appelle, si vous voulez, une branche qu'on appelle les relations internationales. Et dans les relations internationales, il y a effectivement la diplomatie. Maintenant, par rapport le lien entre un homme d'État et la diplomatie, c'est la négociation d'abord. Un homme d'État doit avoir cette capacité effectivement de négocier des contrats avec d'autres États, avec des bailleurs, avec, si vous voulez, les décideurs, ainsi de suite. Et cela se fait à travers, effectivement, une diplomatie. Cela pourrait se faire par des accords, par des traités, et même, effectivement, même la prévention. Parce que si aujourd'hui, un État est menacé par d'autres États, ou bien est menacé par un phénomène, je pense qui n'est pas forcément à l'intérieur de son territoire, il pourrait mener des négociations pour pouvoir effectivement le contrecarrer ou la contrecarrer, pardon. Donc cela se fait aussi par la diplomatie. Donc la diplomatie, ce n'est rien d'autre qu'une façon pour les hommes d'État de négocier des contrats, de négocier des traités pour permettre effectivement à sa population ou à son peuple de nouer des relations avec d'autres États
de nouer des relations avec effectivement des bailleurs, avec des décideurs. Cela pourrait être des firmes, cela pourrait être des ONG, ainsi de suite. Donc la diplomatie, je pense qu'il faut tout simplement l'inscrire dans cette logique-là. Voilà. On sent que vous êtes à l'aise, on sent que voilà, Monsieur Diatta, Monsieur le Président est dans son domaine et c'est très intéressant, surtout quand on voit un jeune qui est qui a autant d'informations de qualité. Hein. En tout cas, on vous félicite pour ça. Merci. J'aimerais aussi, peut-être, vous avez tout à l'heure donné des exemples d'hommes d'État de France. Est-ce que vous pourriez donner peut-être quel autre exemple historique ou contemporain d'hommes d'État pourriez-vous nous donner un homme d'État que vous avez admiré, qui vous a inspiré? D'accord. Bon, là, je pense que vous avez probablement la réponse, en fait. Bon, je l'ai dit pour preuve parce que à travers mon profil déjà, donc il y a Nelson Mandela. Madiba, voilà. Mandela. Voilà. Moi, je pense que ceux qui sont en train de me suivre, mes amis, mes connaissances, bon, il y a certains même qui m'appellent même Mandela. Vous voyez. Donc, on risque de se battre ici sur ce plateau, hein, parce que Mandela, c'est... Voilà. Voilà. Donc, juste pour vous dire, c'est une façon de répondre à votre préoccupation, effectivement. Donc, pour vous dire tout simplement que moi, s'il y a un leader qui m'inspire, en tout cas, c'est Nelson Mandela. Pour plusieurs raisons, mais comme on est dans une émission où il y a, en tout cas, voilà, des choses à parcourir, on va dire. Donc, je vais être très bref. Nelson Mandela, pour plusieurs raisons, mais je vais citer quelques-unes si vous voulez. La première chose, Mandela, c'est le symbole de la lutte contre l'apartheid. L'apartheid, effectivement. Vous savez que Mandela a connu la prison de 63 à 90. 27 ans, oui. 63 à 90, donc c'est 27 ans. Et ce qui a engendré cet emprisonnement n'est rien d'autre que la lutte pour la cause des Noirs. Je dirais même des Sud-Africains, parce que lui, il n'a cessé de dire que ce qu'il faisait, c'est pour tous les Sud-Africains. Même si à la base, on sait effectivement que ce qu'il luttait au préalable, c'était pour la cause des Noirs. Puisqu'en Afrique du Sud, il y a eu effectivement cette ségrégation, voilà, donc cette ségrégation raciale, parce que tout simplement, les Noirs qui étaient minoritaires dans ces pays-là étaient effectivement, si vous voulez, relégués au rang subalterne, si vous voulez. Ils étaient relégués au second plan, vous voyez. Donc Nelson Mandela, lui, il avait trouvé l'ANC, parce que l'ANC, c'est le mouvement dans lequel il militait. Donc l'ANC est créé bien avant même sa naissance, puisque l'ANC est créé en 1912. Mais Nelson Mandela, quand il est venu, aujourd'hui, donc de son existence jusqu'à maintenant, il fait partie des leaders qui ont marqué le plus, en tout cas, l'ANC. Et c'est l'un des prisonniers les plus célèbres aussi dans le monde. Voilà. Tout ça est dû du fait qu'effectivement, c'était un homme qui luttait pour effectivement pour l'union d'abord, parce qu'il l'a dit, c'est pour l'unité des Sud-Africains, mais c'est aussi pour faire sortir les Noirs dans la condition dans laquelle ils étaient. Donc Mandela était un combattant pour si vous voulez, la libération des Noirs. Et pour terminer, toujours sur le cas de Mandela, Mandela aussi, c'est un homme de paix. Je lisais il n'y a pas longtemps son livre qui s'intitule « Un long chemin vers la liberté ». À la page 114 du livre, il avait dit que si vous voulez faire la paix avec ton ennemi, il faut travailler avec lui. Et en travaillant avec lui, il devient un associé. Un associé, effectivement. Là, il parlait un peu l'ancien président, le président qui lui avait fait sortir de prison, du nom de Frédéric de Klerk. Donc, juste pour, comme je l'ai dit, je ne peux pas, parce que l'histoire de Mandela, c'est une histoire très riche. Très riche, et très inspirante. On peut rester là à en parler, voilà, jusqu'à 17h. Voilà. Juste avant de boucler l'histoire de Mandela, j'aimerais aussi raconter une petite anecdote dont il a vécu. Et là, c'est juste aussi pour tirer les caractères d'un leader. Tout à fait. Donc, lorsqu'il était en prison, il y avait un des gardes qui, quand on lui apportait à manger, je pense, il remplaçait l'eau
qu'il devait boire par ses urines. Tout à fait. Et quand Mandela est devenu président, un jour, il se trouvait dans un restaurant. Et juste, je sais pas, devant ou derrière, c'est cet homme, ce garde du corps-là qui était là. Et donc, je pense que s'il n'était pas un leader, il aurait été rancunier en lui faisant du mal, mais il ne l'a pas fait. Et là où l'homme était, il était en train de trembloter parce qu'il se disait que la personne à qui j'ai fait du mal est là devant moi et aujourd'hui, il est l'homme le plus fort de ce pays. De mon pays. Absolument. Et il s'est levé comme ça, comme si de rien n'était et il est parti. Donc, juste pour dire que en étant un leader, en fait, on inspire même sans s'en rendre compte. Absolument. La notion de leader, elle commence par nos actes. Donc, Tout il à fait. faudrait joindre l'acte à la parole pour que les gens puissent avoir cette audace et aussi ce courage, cette envie de vous poursuivre dans vos idées. Tout à fait. Au-delà de ça, juste pour terminer, Alors, Mandela aussi, c'est un homme... C'est un chapitre, Mandela. C'est un homme charismatique, en fait. C'est un homme aussi qui est charismatique, qui communique bien. C'est un excellent orateur. Voilà, qui communique très bien. Je pense que la communication, peut-être nous l'avons oublié. On aurait dit l'insérer. On va revenir sur ça parce qu'on ne peut pas parler de leader sans parler de la communication. Les leaders sont des orateurs tout à fait, par excellence. Absolument. En tout cas, si on Mandela, je sais qu'il y a énormément d'anecdotes, énormément d'histoires inspirantes. Et chacun a ses petites anecdotes qui l'ont marqué. Et moi, il y a énormément de choses, comme vous l'avez si bien dit, qui plaît chez Mandela. Mais le fait qu'il a supporté 27 années de prison pour revenir faire 5 ans dans le pays, quand on lui dit vous serez président à vie, il renonce au pouvoir juste après 5 ans parce qu'il dit je ne l'ai pas fait pour le pouvoir, je l'ai fait pour servir ma nation. Et aujourd'hui, ça doit inspirer beaucoup de présidents africains qui n'ont pas supporté les 1% que Nelson Mandela a supporté, mais qui sont prêts à tuer pour rester au pouvoir. Je pense que l'une des plus grandes leçons de Nelson Mandela, c'est aussi cette grandeur. Il a été une lueur d'espoir pour tous les Noirs d'Afrique et il continue à l'être parce qu'il n'est pas facile d'être un leader universel. Dans chaque pays, on a un leader et c'est le leader du pays. Je peux citer un leader pour le Sénégal, mais il n'est pas forcément leader pour un Français ou pour la France ou pour les États-Unis. Mais Nelson Mandela, il est leader et pour l'Afrique du Sud, et pour le Sénégal, et pour les pays européens. Je dirais pour le monde. Pour le monde. Donc, c'est pas facile d'être un leader universel pour dire la grandeur de cet homme-là. Alors, on va peut-être sortir un peu du chapitre Mandela parce que sinon, on risque de finir 10 émissions et ce sera pas la moitié donc de tout ce qu'il faut dire de Nelson Mandela. On a parlé de la capacité à prendre des décisions, on a parlé des exemples, mais aujourd'hui, s'il y avait des défis, les défis particuliers qu'un homme d'État doit surmonter aujourd'hui, quels sont les défis qu'un bon homme d'État doit surmonter actuellement voilà. Bon, c'est une question qui est un peu difficile à répondre, il faut le dire, pour des raisons très simples, parce que les défis, ça dépend des pays. C'est vrai que moi, je pense que dans le monde actuellement, il y a un défi peut-être qui pourrait être considéré comme un défi commun. Et ce défi, pour moi, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bon, la preuve, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, entre effectivement l'Iran et l'Israël, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, si l'Iran et l'Israël est allé jusqu'à déjouer l'attaque de l'Iran, c'est aussi dû à ça. Parce qu'ils se sont préparés à protéger leur pays de la menace. Vous voyez? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la principale, si vous voulez, le principal défi qu'un homme d'État devrait vraiment combattre actuellement, c'est tout d'abord, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais tout d'abord, c'est la sécurité. Parce que si la sécurité est garantie, je pense qu'on peut peut-être régler les autres facteurs, à savoir peut-être la pauvreté, à savoir effectivement le chômage, vous voyez, l'emploi, entre autres. Donc tout ça, ça peut se régler. Aujourd'hui, je pense que même le cas du Sénégal, ils sont dans cette logique-là. Aujourd'hui, le Sénégal est en train d'investir sur la sécurité.
sur la protection, que ça soit au niveau interne qu'au niveau externe. Vous voyez. Donc, moi, je pense que c'est la sécurité d'abord. Ça, c'est le premier défi à régler, quoi. Voilà. L'autre chose, c'est effectivement l'emploi. Si je prends, par exemple, les pays comme les nôtres, je prends les pays africains. Donc, il y a un problème pour l'insertion, effectivement, de la jeunesse dans le marché de l'emploi. Il y a ce problème-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous voudrions vraiment régler ça, si nous voudrions vraiment régler certains problèmes, il faut régler ça. Parce que même la sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense que l'une des raisons qui ont fait qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes toujours avec, par exemple, les phénomènes terroristes, il y a effectivement le chômage. Le chômage fait partie des raisons. Vous voyez. Et au-delà de ça, bon, on a laissé la parenthèse de Mandela, mais on va revenir, puisque Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Vous voyez. Et l'éducation aussi est un défi. C'est un défi que les hommes d'État d'aujourd'hui doivent relever. Parce que tout ce que j'ai dit là, sécurité, chômage, l'emploi, ainsi de suite, je pense que l'une des armes qui pourrait effectivement permettre à régler ce problème-là, c'est aussi l'éducation. C'est l'éducation qui nous permettra d'avoir des ingénieurs. C'est l'éducation qui nous permettra probablement de recruter même au sein de l'armée la jeunesse. C'est l'éducation qui nous permettra d'insérer les gens dans la fonction publique ou dans le marché du travail. Parce que si tu n'as aucune compétence, il sera très difficile de vous amener dans une entreprise ou de vous recruter dans la fonction publique. Parce qu'au préalable, il faut... L'éducation, c'est la base. Tout à fait. C'est pourquoi, ici, à la télé-école, c'est la télé 100% éducation. Tout à fait. Parce qu'on a compris, Mr. Blue, Monsieur Mboup a compris le message de Nelson Mandela. Absolument. C'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Tout à fait. Seule l'éducation et la formation pourront tout simplement apporter un véritable changement positif. C'est pourquoi Maréchal Zongo disait d'ailleurs que le 21e siècle est un siècle sans pareil, où rien ne peut se faire sans appareil. On voit des voitures sans clé, des fumées sans feu, des citoyens sans citoyenneté, sans éducation, sans formation, qui plongent la société dans l'instabilité parce qu'ils n'ont pas tout simplement bénéficié d'une éducation de base de qualité. Absolument. Parce que tout tourne autour de l'éducation, tout tourne autour de la formation Mayang Loum. Alors, votre commentaire sur peut-être l'importance de cette éducation, surtout pour ceux qui aspirent à être des leaders. Alors, avant de venir sur le problème de l'éducation, je vais d'abord rebondir sur le problème de la sécurité. Alors, déjà, là, je vais raconter peut-être une histoire d'une entrepreneur. Donc, juste avant les élections présidentielles qui s'est passées récemment, elle avait eu à dépoter un financement d'un bailleur qui se trouvait à l'international. Donc, elle avait déjà produit, le paquetage et tout. Et donc, la deuxième partie du financement qui devait venir n'est jusqu'à présent pas arrivée parce que le monde international avait peur qu'il y ait une instabilité politique au niveau du Sénégal. Donc, ce qui a fait déjà que nous avions un problème d'insertion des jeunes dans le domaine professionnel, ce qui a fait que cette personne, peut-être, il y en a des milliers qui ont aussi eu à vivre cela. Et quand on parle aussi de sécurité, quand on a vu la guerre qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, quelques temps après, le Sénégal qui n'est pas autosuffisant en aliments. En blé. Voilà. Et notre ancien président Macky Sall était allé voir son collègue Vladimir Poutine pour lui dire que nous avions besoin de blé. Donc, après cette sécurité, bien sûr, il y a l'éducation qui va intervenir. Parce que je pense que même si la sécurité était là, la stabilité dont nous avions besoin, pour que l'éducation puisse bien sûr être un outil pour pouvoir faire en sorte que nous n'allions plus dépendre des aliments, de la nourriture et tout, des provisions qui sont importées et que nous ferions de notre mieux pour pouvoir subvenir à nos besoins. Absolument. Donc, les défis majeurs en Afrique, c'est la sécurité, l'autosuffisance alimentaire, l'éducation et je dirais aussi la santé. Et absolument.
Bon, les défis sont nombreux, hein, il faut le dire aussi. Ouais, ils sont énormes. Mais il y a des priorités. Et je pense que ce sont ces priorités-là que nous avons citées tout à l'heure. Il y a des priorités et on va dire petit à petit, l'oiseau fait son nid. Absolument, hein. absolument. Je répète tout le temps la phrase, les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Top. Voilà, donc on gère les priorités et ensuite, voilà, on va voir le reste. On parle d'homme d'État et ça me rappelle le magnifique discours de Kéba Mbaye. D'accord, sur absolument. l'éthique. Tout à fait. Et on ne peut parler d'un homme d'État sans parler d'éthique. Tout à fait. Aujourd'hui, comment l'éthique joue, peut-être, comment l'éthique pourrait apporter un plus sur la vie de l'homme d'État? Quel est l'apport de l'éthique dans sa gestion, dans sa façon de faire? Merci pour la question. L'éthique, comme vous l'avez dit, hein, c'est indispensable. En tout cas, si on voudrait surtout faire une bonne gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire, le préalable d'une bonne gouvernance, l'éthique en fait partie. L'éthique, la morale. Donc, il faut des hommes qui effectivement font montre de l'éthique. S'il n'y a pas d'éthique, on ne peut pas faire une très bonne gouvernance. La déviance des citoyens à l'égard des hommes politiques, souvent c'est engendré par un manque criard de nos hommes politiques. Aujourd'hui, la bonne gouvernance bon, je prends un exemple, vous allez me permettre de le faire. Je prends par exemple le nouveau régime du Sénégal. Donc, ils ont parlé beaucoup de choses, la réforme, voilà, la bonne gouvernance, la rationalisation, ainsi de suite. Donc, tout ça, si vous voyez, c'est tourné autour de l'éthique. Parce que l'éthique, c'est le questionnement d'abord. L'éthique, c'est la conscience. L'éthique, c'est le comportement aussi. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence, encore une fois, entre l'éthique et la morale. Parce que, bon, les gens, souvent, ils confondent les deux. Mais il y a bien une différence. Même si, moi, j'ai l'habitude de dire que les deux vont toujours ensemble. Donc, on ne peut pas parler de morale sans parler d'éthique. On ne peut pas parler d'éthique aussi sans parler de morale. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la morale, souvent, c'est lié à la tradition, c'est lié à la religion. On dit que, bon, on va faire ça parce que tout simplement, la religion le dit. On va faire ça parce que notre tradition... Je prends un exemple. Au temps du débat de la troisième candidature de Macky Sall, à l'époque, si vous écoutez bien les analystes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que oui, Macky Sall, même si la Constitution lui permet de briguer un troisième mandat, mais la morale ne lui permet pas. Vous voyez? Là, on faisait allusion à quoi? On faisait allusion au passé. Au passé, effectivement. Tout ce qui s'est passé relatif à la question de la troisième candidature, notamment le cas d'Abdoulaye Wade en 2011-2012. La crise que cela a engendré avec son taux de mort, ainsi de suite. Donc les gens disent que, mais attendez, le président, même si la Constitution lui a permis d'être candidat, mais il y a la morale, le côté moral, il doit regarder ça. Vous voyez? Donc l'éthique n'est rien d'autre que le comportement d'abord, de faire du bien et du mal, c'est-à-dire faire le hiatus entre le bien et du mal. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas ce comportement d'éthique-là, c'est qu'on va droit vers, en tout cas, la catastrophe, on va droit vers la malgouvernance, on va droit vers la corruption, on va droit vers la privatisation de nos institutions. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos institutions, dans nos États, si vous voulez. C'est ce qui freine justement le développement des pays africains. Détournement. Voilà, le clientélisme, la privatisation, corruption. Et tout ce qui va avec. Et nous avons foi au nouveau régime qui ont promis d'apporter des solutions et des changements. On va voir. Hein? Attendons, Attendons. On va voir ce que ça va donner. Absolument. Et c'est justement ça. En fait, à chaque fois, on est habitué à des paroles de politiciens. Tout à fait. Souvent, quand ils veulent le pouvoir, comme dit Maréchal Zongo, ils viennent te donner de l'espoir. Et la plupart du temps, si tu leur donnes le pouvoir, ils te disent au revoir.
Et il l'a tellement bien dit. Ils vont venir te donner de l'espoir, tu vas leur donner le pouvoir, ils vont te dire au revoir. Et c'est pourquoi on dit souvent que c'est des paroles de politiciens. Absolument. Alors, ce que j'aimerais peut-être savoir, c'est quelle est, selon vous, en tant que spécialiste politiste, la différence entre un homme d'État et un homme politique. Un homme d'État, voilà, et un homme considéré comme politicien ordinaire. Merci pour la question. Alors, tout d'abord, vous me permettrez de revenir un peu sur le discours et l'action des hommes d'État d'abord. Vous savez, nous, en sciences politiques, on a l'habitude de dire, comment dirais-je, la promesse d'un politicien n'engage qu'à ceux qui croient. Ah, ouais. Vous voyez, la promesse d'un homme politique n'engage qu'à ceux qui croient. Ceux qui croient. Ceux qui croient. Ouais. Donc, ce qu'il avait dit, si vous croyez à ça, ça n'engage que toi. Tant pis. Voilà. Voilà. Donc, revenir sur la question par rapport à la différence entre un homme ordinaire et un homme d'État. Et vous me permettrez d'ajouter même un autre, c'est un homme providentiel. Voyez. Un homme d'État, il y a bien un homme d'État, ce que vous avez appelé un homme ordinaire, moi je voulais l'appeler un homme politique. Il y a aussi un homme providentiel. Alors, un homme d'État, c'est quoi? Un homme d'État, quand je parlais un peu du leadership, j'avais fait allusion à un homme d'État. Ouais. C'est la vision, c'est l'avenir, c'est le changement, c'est le projet, c'est le pragmatisme, hein? C'est la simplicité, c'est l'anticipation, ainsi de suite. Là, c'est un homme d'État. Ouais. Alors qu'un homme politique, lui, ce qui l'intéresse, comment je vais conserver mon pouvoir? Comment je vais faire pour être réélu en 2025? Comment je vais faire pour nommer mon oncle ou bien nommer mon neveu? Pour duper le peuple, voilà, quoi. ainsi de suite. Donc, un homme politique, lui, il est dans cette logique-là. Comment je vais faire pour conserver le pouvoir? Et malheureusement, vous allez me permettre de le dire, c'est ce qu'on voit dans nos États en Afrique. Donc, il y a ce qu'un auteur français du nom de Jean-François Bayard appelait la politique du ventre. Donc, et au-delà de ça, il parlait dans cet ouvrage-là l'État néopatrimonialiste. Aujourd'hui, nos États, ils en font le pouvoir leur patrimoine, en fait. Le pouvoir est passé d'un pouvoir public à un pouvoir privé. Voilà. Donc, l'autre aspect, c'est par rapport à un homme providentiel. Un homme providentiel, c'est, si vous voulez, entre guillemets, on va dire, c'est un messie, un sauveur. Voilà. C'est dans ce sillage-là que je lose Nelson Mandela, par exemple. Ouais, Mandela est dans cette logique-là. C'est vrai que vous aimez Mandela. Bon, je croyais être... je croyais avoir vraiment... être celui qui aime le plus Mandela, mais là, c'est un combat, c'est serré. Disons. Voilà. Juste pour faire juste le parallèle entre un homme d'État, un homme politique et un homme providentiel. Donc, l'homme d'État, c'est la vision, c'est le changement, c'est le pragmatisme, c'est le projet, voilà. Donc, alors qu'un homme politique, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui l'intéresse, la conservation, la reconquête, ainsi de suite. Comment je vais faire pour nommer ceci ou celui-ci ou celui-là, ainsi de suite. Donc, un homme politique, il est dans cette logique-là. Et que je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de nos hommes politiques aujourd'hui en Afrique, ils sont dans cette logique-là. Maintenant, parmi ces deux-là, il y a un troisième, c'est un homme providentiel. Lui, bon, je ne sais pas, il est tombé ou bien il est venu comme ça, il a trouvé une crise, il vient, il règle tout. Donc, top, le calme. Donc, on est sur la bonne voie. Donc, Mandela, il était dans cette marche. Mandela, pour terminer, Mandela était un libérateur. C'était quelqu'un qui avait libéré les Africains ou les Noirs, si vous voulez, de la joug des Blancs. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est une lueur d'espoir pour tous les Noirs. Voilà. En tout cas. Et pour terminer, Mandela, vous savez que c'est depuis 1994 jusqu'à nos jours, grâce à Mandela, effectivement, en Afrique du Sud, il n'y a que des présidents noirs. Bien avant lui, il n'y a jamais eu un président noir. Il a été le premier président noir. Et depuis lors,
l'Afrique du Sud. Voilà, il y a que Et il des a Noirs. inspiré Voilà. sa communauté. Tout à fait. Il les a donné le courage. Absolument. Et c'est ça un leader. C'est Absolument. savoir inspirer, c'est Voilà. savoir gérer des Influencer. générations Voilà. et des générations. Tout à fait. Il a tellement bien réussi. Absolument. Là, ce n'est même plus les jeunes d'Afrique du Sud, mais là, c'est les jeunes du Sénégal. Absolument. À savoir M. Malo et M. Diatta qui se battent pour voir qui est celui qui a plus Nelson Mandela. Oui, oui. En tout cas, c'est plaisant de vous Voilà. écouter. C'est plaisant de vous écouter. Je vous en prie. Alors, Mayang, les politiques, comment on les appelle? Politique politicienne. Voilà. Hein, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et l'homme d'État. Quel est le commentaire que tu apportes par rapport à ça? Alors moi, j'aimerais dire par rapport à cela que la politique, je dirais qu'elle a été un tout petit peu dévoyée de son objectif, je dirais. Parce que quand vous dites que l'homme d'État n'est là que pour savoir ou chercher à comment conserver son pouvoir, là, je suis là à me poser la question, est-ce que Thomas Sankara, par exemple, était un homme d'État alors? Parce que lui, si on le voit avec le type de leadership qu'il était en train de pratiquer, je vais dire que peut-être c'est le leadership participatif qui était en train d'inclure tout le monde. Il se préoccupait beaucoup de sa population. Il faisait en sorte au fait que tout le monde y participe. Donc, est-ce que la politicienne qu'on est en train de dire, qui peut-être même n'existe pas, a été dévoyée de son objectif, ou tout simplement, aujourd'hui, les dirigeants actuels l'utilisent très mal. Par exemple, lors du sommet Afrique-France qui s'était déroulé à Montpellier, en France, là, avec Emmanuel Macron et les jeunes Africains, Elda Kwama avait eu à dire que depuis des lurettes, voilà, elle est venue avec, je pense, une citation de Joseph Kizerbo, c'est bien ça. On ne développe pas, on se développe. Et il s'est adressé au président français, on dit que ça fait des années que l'aide au développement se balade en Afrique et rien ne se développe. Et là, il y a encore la question de l'éthique qui va venir et renforcer certainement ce fameux homme d'État dont vous étiez en train de définir en disant que eux, normalement, s'ils regardent l'éthique, ils vont être des hommes d'État. Et quand aussi vous dites que l'homme d'État est là que pour conserver son pouvoir et chercher... L'homme politique. L'homme politique. Pas l'homme d'État, oui, l'homme politique. Et à chercher comment... le conserver. Le conserver. Aussi, donc, est-ce que les Américains qui sont à l'extérieur, eux, est-ce qu'ils sont des hommes d'État ou des hommes politiques? Tout en sachant que, bon, selon moi, eux, pratiquent les deux. Parce qu'on a vu avec Donald Trump, même s'il n'a eu qu'un seul mandat, il faisait carrément de son mieux pour rehausser la population avec son fameux slogan America First, qui a fait vraiment monter l'économie américaine. Donc, lui, en fait, il était carrément posté sur sa vision à faire en sorte que c'est l'Amérique, pas les autres. C'est l'Amérique et de toujours mettre cela au devant. Donc, la question, moi, que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que cette politique a été dévoyée ou simplement est-ce que nos dirigeants utilisent très mal le terme utilisé? Je pense que ce que vous avez dit dernièrement, c'est là où vous avez terminé, je pense que c'est le terme qu'on pourrait vraiment employer. Vous savez, en Afrique, il y a eu un processus. Le processus, je fais allusion notamment aux crises, à la démocratisation, au coup d'État. Bon, il y a eu beaucoup de pratiques en Afrique. Donc, parce que la démocratie en Afrique, c'est les années 90. C'est en 90 que l'Afrique a été démocratisée. Voilà. Bien avant 90, il y avait beaucoup de crises en Afrique, notamment les coups d'État, les guerres civiles, ainsi de suite. Il y avait tellement de choses en fait. Donc, quand la démocratie était venue, c'était pour régler tous ces problèmes-là. Parce que la démocratie, même si, bon, il faut aussi le dire, la démocratie, bon, il y a des spécialistes qui n'ont manqué de dire que la démocratie a été même imposée aux Africains. Parce que Mitterrand nous a appelés à Bâle, donc en 1990 exactement, c'était au juin 90, pour dire aux Africains, vous allez accepter la démocratie ou l'aide de la France sera douce. Voyez, c'est-à-dire la France, soit vous acceptez la démocratie ou la France va se tenir, va croiser les bras. Voyez. Donc, depuis qu'on est démocratisé,
si vous voulez, ce qui était indispensable, c'était d'entreprendre la bonne gouvernance. C'était d'éviter la corruption, c'était d'éviter les guerres civiles, c'était d'éviter en tout cas les partis uniques, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul parti qui était dans un pays. Si vous partez, vous trouverez un seul parti. Même au Sénégal, à un moment, c'était le cas, même si Senghor n'a jamais accepté qu'on parle de parti unique. Mais à un moment, c'était le cas. Donc, pour vous dire que moi, je pense que pour le cas de l'Afrique, c'est juste la volonté. La volonté, du changement. Voilà, il y a un problème de volonté. Moi, c'est ce que je pourrais dire. Parce que sinon, il y a toutes les potentialités pour pouvoir faire, en tout cas, une bonne gouvernance. On a des ressources, que ça soit humaines, naturelles, des ressources gazières, ainsi de suite. Il y a tellement de potentialités qui devraient certainement nous permettre de se développer et surtout prendre le chemin de la bonne gouvernance. Et ça me rappelle même une question que j'avais posée à un des concours d'art oratoire. Je disais, et même la directrice d'intelligence magazine, Mme Amissa Fall, avait posé la question, qu'est-ce que les pays développés ont de plus que nous? Et elle avait ajouté, ne dites pas la richesse, car cette richesse, ils l'ont créée avec leur capital humain. Et ne dites pas des ressources, parce que l'Afrique a plus de ressources que ces pays-là. C'est tout simplement le savoir. Et c'est seulement le savoir, la connaissance et qui peut aider à développer un pays. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont très compétents, qui ont ce savoir-là. Les ressources sont là. Donc, tout ce qui manque, comme vous l'avez dit, c'est peut-être cette volonté-là du changement. Et je pense qu'avec cette nouvelle génération, cette nouvelle pensée, on voit des jeunes très ambitieux qui ont la volonté d'apporter le changement. Et on espère en tout cas qu'ils pourront marquer les générations à travers un changement bénéfique pour toute l'Afrique. Et malheureusement, on est au terme de cette émission, mais j'aimerais, avant de finir, peut-être savoir comment un homme d'État peut-il laisser un héritage durable pour les générations futures? Voilà, peut-être on va terminer avec cette question. Un héritage durable pour les générations futures. Un héritage comme celui de Nelson Mandela. D'accord. Bon, merci encore une fois pour cette très belle question. Vous savez, il y a un politologue du nom c'est un Congolais du nom de Kadima Wakadima. Je suis content quand vous citez les Africains. Je suis content. Voilà. Voilà. Il disait que les hommes politiques, ils ont la volonté. Ils ont aussi la bonne foi, en fait. Ils veulent bien faire. Mais parfois, face à la situation, ils ont des difficultés. Et il disait toujours que un homme politique doit dire ce que la population veut entendre. Ouais. Et il donne ce que la population veut recevoir. Ouais. Donc, tu ne peux pas se tenir devant les gens qui veulent l'électricité. Vous venez pour leur dire, je vais vous donner, je ne sais pas, une route ou bien... Voilà, autre chose comme ça. Ils n'ont pas besoin de route, ils ont besoin d'électricité. Ouais. Donc, ça fait partie effectivement des réalisations concrètes qui pourraient permettre à un homme d'impacter sa génération, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que pour impacter, il faut tout simplement réaliser, faire de très bonnes réalisations, répondre, ressembler à la population. Ressembler à la population n'est rien d'autre que se mettre à leur place, comprendre leurs soucis, leurs souffrances et essayer d'apporter des solutions à ce problème-là. Je pense qu'en faisant cela, vous allez certainement laisser ce qu'on appelle en sciences politiques des legs, comme vous l'avez appelé, héritage. Voyez. Donc, juste pour vous dire que moi, je pense que la meilleure façon de laisser un héritage, comme vous l'avez dit, c'est tout simplement être un homme d'État d'abord, comme nous l'avons dit, parce qu'on a cité tout à l'heure un homme d'État, un homme politique et un homme providentiel. Mais moi, je pense que si vous êtes un homme d'État, vous avez en tout cas une forte chance de laisser des héritages à travers des réalisations, que ça soit socio, économiques, sportives, ainsi de suite. Je pense qu'en faisant cela, vous allez certainement effectivement laisser des héritages. Mais aussi, si vous trouvez aussi un pays dans une crise aussi, la nation dans une crise, il faut faire tout pour participer à la libération de ce peuple-là. Donc, beaucoup d'hommes
politiques l'ont fait. Effectivement. C'est pas seulement Mandela, il y a des Mahatma Gandhi, il y a les Martin Luther King, voilà. Même au Sénégal, bon, dans une certaine mesure, on peut citer Ousmane Sonko. Oui, on peut citer Ousmane Sonko. Justement, j'allais dire Thomas Sankara. Voilà, Thomas Sankara. Elle a tout à l'heure parlé de Thomas Sankara. Mobutu, ainsi de suite. Il y en a tellement. Un homme d'État qui s'est beaucoup donné pour son pays. Qui a pensé à l'intérêt du peuple. Tout à fait. Comme il y avait, je pense, Macky Sall, son excellence, qui disait la patrie avant le parti, ou je ne sais pas. Oui, le parti. La patrie avant le parti. La patrie avant le parti, effectivement. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on dit et qu'on n'applique pas. Après, on voit le parti avant la patrie. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit aussi tout à l'heure que les promesses politiques n'engagent qu'à ceux qui croient. Ouais, qu'à ceux qui croient. Voilà. En tout cas, comme vous l'avez dit aussi, on peut voir aujourd'hui Ousmane Sonko comme une inspiration. Absolument. Parce que je vois Pastef, Cameroun, Mauritanie, beaucoup de pays africains s'inspirent de lui, parce qu'il a su dire à la population ce dont il avait besoin. Là, juste pour ce qu'elle a dit tout à l'heure, parce que quand elle définissait le leadership, elle a parlé d'influence. Donc, on peut dire tout simplement que Sonko, ou le Pastef, si vous voulez, a influencé ces hommes politiques qui sont dans la sous-région. Et je pense que c'est l'un des caractères, si vous voulez, indispensables d'un homme politique. L'influence, c'est important, parce que c'est à partir de l'influence qu'on pourrait parler effectivement, ce que vous avez parlé tout à l'heure, l'inspiration. Donc, on inspire, on influence à travers ce que nous avons comme projet, à travers ce que nous avons donné comme chose concrète, si vous voulez, parce que Sonko, bon, je ne voudrais pas faire une longue tirade par rapport à son cas, mais juste pour dire que Sonko était un leader qui était très simple. Vous savez, tout à l'heure, j'avais parlé de l'un des caractères, j'ai parlé de la simplicité. Vous savez, peut-être que les Sénégalais l'ignorent peut-être, mais l'un des points forts d'Ousmane Sonko, c'était quoi? C'était le discours. Oui. Le discours. Je l'ai dit, j'ai dit, tous les leaders sont des orateurs. Oui, le discours. Et ce discours-là, ce n'est pas seulement de parler, mais c'est du fait qu'il s'exprime bien en Wolof. Oui, il s'exprime très bien en Wolof. Et le plus souvent, j'ai comme l'impression que c'est un leader qui préfère parler en Wolof qu'en français. Oui. Dans la plupart de ses sorties. D'ailleurs, il se réclame panafricain. Voilà, et il a bien fait de le choisir. Parce que ça ne servira à rien de parler si on ne vous écoute pas. Ça ne servira à rien de parler si ceux qui vous écoutent ne comprennent pas ce que... Vous voyez? Donc, je pense que Sonko a compris cela. Et aujourd'hui, ça lui a fait un très bon leader. Voilà. Et oui, et on va profiter pour après prendre le mot de la fin. De dire que Sonko a tout simplement exécuté ce qu'on dit, la connexion avec le peuple. Voilà. Et c'est ce qu'on a eu à remarquer avec Barack Obama. À chaque fois qu'il part dans un pays, il essaye de s'informer. Quand il est venu au Sénégal, comment on dit bonjour. Et tout parce que dès au fait qu'on touche, ne serait-ce qu'à une part de la culture d'un peuple qui ne te connaît pas, on a déjà l'affection, la reconnaissance, l'adhésion, oui. Et c'est ce qu'il a réussi. Et ça aussi, c'est un trait très important. Absolument. Absolument. Machallah. Mais les pieds informés. Hein? Alors, votre mot de la fin. Alors, certes, moi, je n'ai pas exercé le leadership de la politique, mais je dirais que dans les autres domaines, pour ceux qui veulent être vraiment des grands leaders, d'avoir déjà la capacité d'écoute, l'empathie et aussi la résilience. Et de faire en sorte que ce qu'on a dans la tête puisse plaire aussi à ceux qui nous entourent et faire en sorte que ça ne puisse pas que nous développer nous personnellement, mais tout d'abord le général et donc voilà, ceux qui nous entourent en tout cas. Machallah. Merci beaucoup Mayang, ce fut un plaisir de partager avec toi ce plateau. Alors Monsieur Diatta, ce fut aussi un énorme plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, je pense que je vais commencer par vous remercier et aussi vous présenter mes excuses aussi. Non, pour avoir raté, je crois, 2 ou 3 fois cette invitation. Non, il n'y a pas. Voilà, pour des contraintes que vous, savez très bien. Voilà, il n'y a pas de feu, quoi. Voilà. Alors, à part ça, ce que je voudrais juste dire, c'est de vous encourager aussi.
encourager tous les personnels de télé-école, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment intéressant. Et je pense que, vous l'avez dit, je pense qu'à l'entame de cette émission, vous êtes en train de former. Et la formation, c'est fondamental, nous l'avons parlé ici. Donc, au-delà de ça, je voudrais remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre, notamment les membres de mon association, des associations des étudiants africains en sciences politiques. Et vous dire aussi que nous sommes dans cette logique et on appelle Télé-École à venir peut-être nous accompagner dans, dans ce combat-là. C'est de vulgariser la science politique en Afrique. Et je pense que la science politique fait partie, en tout cas, des domaines qui pourraient même contribuer même au développement. Et l'éducation que vous prenez ici, je pense que la science politique en fait partie. Effectivement. Donc, je voudrais saluer tous les membres de l'association, saluer en tout cas les téléspectateurs encore une fois. Donc, pour cela, donc, je vous dis en tout cas merci encore une fois. Et j'espère peut-être vous retrouver pour une prochaine fois. Bien voilà. sûr. Merci beaucoup. On a, comme on dit en Wolof, pareil gunyog yo. Voilà. En tout cas, ce fut un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Et je dois avouer que c'est ma première fois dans une télé aussi. Bravo. Ah mais ouais. C'est ma première fois. J'adorerais être présent à la deuxième et à la troisième fois parce que la première fois c'était top. Voilà. Machallah, moi j'ai eu énormément de plaisir à vous écouter. Merci. Et comme vous l'avez dit, on va peut-être collaborer ensemble parce que tout ce qui touche à l'éducation nous intéresse. Bientôt, Inch'Allah, il y aura des émissions que la télé va lancer à travers peut-être Afrique Edu. Et cette émission d'Afrique Edu, c'est la connexion entre les peuples d'Afrique pour l'éducation. Et vous êtes le président de l'association des étudiants africains en sciences politiques. Donc, certainement, on aura besoin de... On fera une collaboration pour faire ça. Oui. Voilà. Donc, Monsieur le Président, Son Excellence Adiarama. Merci. Mewel Team. Voilà. Mayang, merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs de Télé-École. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les mercredis. Bon, avant de conclure, oui, Dama Sainse, voilà. Donc, même Bungen Kowahul, Khamgen et Dama Sainse. Voilà, donc je remercie Alhamdulillah Couture pour cette magnifique tenue, Baïzal. Salut kilomètre 18, face Maosité Mandela. Oui, vous allez me le permettre à la régie. C'est le 77 787 53 31 pour Amkosim africain yu jaar yoon sur mesure. Waaw bu ko defee nag ñu man dama sañse billaawal ma def ni maa ngi la wax. Cheikh na de wala ma dindi ko rafet na ma xam temps dama kii de temps dama beau. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Donc, on vous donne rendez-vous. De remercier les techniciens, vraiment. Dañuy joxewu tout le temps di daj lu ne pour l'émission. Mamour, Fallou, Moussa, ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier ci liggéey bu jaar yoon bi di remercier kilifa kër gi monsieur Mboup, professeur Hassan, pour li nga xam ne mu ngi koy def ci wàllu éducation aussi. Donc, di remercier ñëpp di leen jox dig daje ba mercredi prochain jàmm inshallah. Nu ñuy waxee mercredi ci wolof altine àllarba ak jàmm. Waaw ba àllarba bu fukki waxtu jotee ba fukki waxtu ak ñaar ñun ak yéen ci Télé-École ci 10h midi on jaaraama. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative.